Moi, j'ai un exercice mixte, c'est-à-dire que je suis libéral pour 90% du temps et 10% je travaille à l'hôpital public. L'intérêt, c'est à la fois je garde un pied à l'hôpital pour me former et former, et en même temps, ça me permet de développer mon réseau. J'ai un parcours amiénois, assez curieusement, né à Amiens, ayant fait mes études secondaires à Amiens, ayant fait mes études supérieures à Amiens, et ayant été nommé effectivement à l'université à Amiens. J'ai passé ma thèse en 1980 sur la chirurgie reconstructrice des cancers. J'ai eu une année de clinica ici à Amiens, puis en 1981, je suis parti comme chef de clinique à Paris, à la Salpêtrière. Et puis il y a eu cet événement assez extraordinaire en 2005, c'est de faire la première greffe de visage ici à Amiens. On a eu des sollicitations d'ailleurs, mais des sollicitations qui étaient de tous ordres. Des gens qui, pour des raisons purement esthétiques, voulaient bénéficier d'une greffe de visage. Voilà, enfin, bon, quand un jour, en consultation, je reçois une maman accompagnant sa fille, et dont le premier propos a été de me dire « Dites-moi, docteur, est-ce que je peux donner mon visage à mes filles ?» C'est une histoire, enfin, toute vocation ou tout cheminement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est une histoire de rencontre. Alors moi, ce qui m'a intéressé dès le départ, c'était une chirurgie fine. Donc il fallait que je travaille dans le tout petit. Autrement dit, dans la maîtrise du geste, et la rencontre avec le microscope opératoire, si vous voulez, ça a été quelque chose pour moi d'important qui a vraisemblablement guidé aussi mon choix, même si la discipline avait déjà été choisie un petit peu auparavant. Et donc j'ai intégré une équipe d'histoire, puis après ça, j'étais en relation avec une équipe de philosophie, et ce qui fait que, au départ, si vous voulez, mon application en recherche a d'abord été dans ce domaine historique et philosophique. Après la transplantation, on a eu cette idée de créer ce centre de recherche pour la défiguration, l'Institut Fairfax, et là, on a réussi à créer une équipe de recherche propre qu'on a appelée l'équipe Chimère, chirurgie, imagerie, régénération. Alors une journée type, une journée hospitalière de soins type, alors il y a le secteur d'hospitalisation, bien. Alors le secteur d'hospitalisation impose que tous les malades soient, alors là ça fait partie aussi à la fois du soin et de l'enseignement, il y a la visite du matin et la contre-visite du soir. Ça a toujours été du choix que je faisais, le devoir du responsable du service d'animer le matin et le soir cette visite, qui est une visite pour prendre soin du malade, qui a été opéré la veille ou l'avant-veille et dont on surveille la cicatrisation, ou du malade qui va être opéré. Bien. Et la contre-visite le soir, c'est après l'acte chirurgical qui a eu lieu le matin ou dans la journée, on vérifie que tout est en place, que voilà, les redons sont en place, enfin bref, voilà. Bon. Ça, c'est le principe. Entre les deux, il y a une activité qui est faite de bloc opératoire, quand on est au bloc opératoire, et ou de consultation. C'est-à-dire que alors, la consultation, c'est à la fois recevoir les malades avant, recevoir les malades après, le suivi. Enfin, c'est des activités de consultation qui sont assez habituelles. Ça, c'est ce qu'il y a de plus classique, et c'est ce qui occupe, voilà, non compris bien évidemment les urgences, le soir, la nuit, n'importe quand. Voilà, bon. Bah, les gardes, les astreintes, mais ça a toujours été, quoi. Enfin, nous sommes à la disposition d'eux, et il suffit de s'organiser. L'acte le plus répétitif ici, ça va être l'extraction des dents de sagesse, voilà, ou l'extraction d'une dent unitaire, ça c'est des actes de stomatologie répétitive. Les interventions le plus souvent pratiquées, si je fais une analyse rétrospective, ça a été, je crois, dans mon exercice, la chirurgie, la reconstruction microchirurgicale par autotransplantation. C'est-à-dire les cancers, l'ablation des tumeurs, et les reconstructions dans le même temps opératoire. Alors la chirurgie carcinologique et reconstructrice, ce sont des interventions qui, je me rappelle, il y avait des interventions de 13 heures, 14 heures, 15 heures d'affilée sur un même malade. Hein. Ah oui, oui. Ça m'est même arrivé une fois d'opérer en 2 jours. C'est-à-dire d'avoir opéré une patiente et l'exérèse avait duré 12 heures et il fallait faire la reconstruction après. Donc à 9 heures du soir, on finit l'exérèse et on se dit, est-ce qu'on commence la reconstruction? Donc on a laissé la patiente endormie et on l'a reconstruite le lendemain matin. Mais c'est un exemple unique. Voilà. Mais quand on a fait les transplantations, la 3e transplantation qu'on a faite, ça a duré 24 heures d'affilée.
Quand vous êtes concentré sur votre truc et qu'il y va du patient et de la vie, à ce moment-là, bon. Je ne dis pas qu'on n'en paye pas. Oui. Après, le retour est la conséquence. Mais vous êtes dedans, ça ne pose pas de problème. C'est une chirurgie qui, en termes effectivement de contentieux, est plus exposée, comme l'anesthésie, comme la gynécologie obstétrique, etc. Enfin bon, un certain nombre de disciplines dont on sait qu'elles sont plus exposées que d'autres. Ce que j'avais réussi à faire en secteur hospitalier, je n'aurais pas réussi à le faire en secteur libéral, même si, aujourd'hui, c'est-à-dire que très tôt, j'ai fait la microchirurgie reconstructrice, qui imposait donc des blocs opératoires jusqu'à point d'heure, voilà, bien. Le secteur libéral a des devoirs de rentabilité qui faisaient que je n'aurais pas pu être rentable, ni pour la clinique dans laquelle j'aurais travaillé, ni pour moi, si j'étais parti en secteur libéral. J'étais donc au laboratoire d'anatomie et j'ai enseigné très tôt. Et j'ai donné des cours très tôt, enfin des travaux pratiques d'abord, puis des cours très tôt. Et le côté enseignement m'a toujours beaucoup plu. Je voulais une spécialité chirurgicale qui soit une spécialité qui me permette d'avoir une qualité de vie. C'est-à-dire que je ne voulais pas uniquement opérer comme tu peux dans les grandes spécialités, là, la chirurgie viscérale, la gynéco-obstétrique, tout ça c'est des super belles spécialités, mais ça demande un investissement hyper important en termes de temps. C'est hyper chronophage, tu as des gardes jusqu'à passer pas d'âge. Alors quand tu as 35-40 ans, ça va, t'es jeune, t'es en pleine forme, mais à 65 ans, quand il faut se lever la nuit pour aller faire une césarienne, bah, t'en as un peu plein les pattes. Donc c'est grosso modo, je voulais un truc qui me permette d'avoir une vie professionnelle épanouie et en même temps une vie personnelle, avoir suffisamment de temps et une régularité de travail qui me permet de développer une vie personnelle et familiale accomplie aussi. Pour être bon dans la chirurgie, c'est simple, c'est une spécialité manuelle, il faut une répétition des actes. Donc c'est une balance entre les deux, c'est ça la difficulté du libéral, la limite du libéral, c'est clairement ce qu'on ne perçoit pas beaucoup à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre les praticiens, et à la fois il faut rester confraternel. Donc si tu veux, c'est la particularité de notre métier, hein, c'est qu'on est confraternel et concurrent. Donc on gagne mieux sa vie en libéral que dans le public, mais la contrepartie c'est que ça demande plus d'investissement personnel, et tu as une récurrence des actes qui peut te fatiguer à la longue, c'est-à-dire que tu fais beaucoup d'actes. On a une expertise sur la face. Ça, c'est l'avantage du métier de chirurgien maxillofacial, c'est que tu associes à la fois des compétences osseuses et des compétences cutanées. La concertation, l'a pu comme tu l'as à l'hôpital, où bah, évidemment c'est le temps, le sanctuaire de l'hôpital, c'est ça qui est amusant, c'est que tu protèges en fait l'étudiant ou le chercheur de la dimension économique, et tu lui laisses justement le loisir de pouvoir se consacrer pleinement intellectuellement au développement de sa science, que tu n'as pas dans le monde libéral. Dans le public, si tu veux opérer, bah, tu peux plus, parce que effectivement la répartition du risque n'est pas la même, si tu veux. Tu n'es pas impliqué directement, c'est la structure de soins qui va être... comme le risque, c'est l'accident, c'est toujours pareil, quand tu es jeune chirurgien, bah, tu es moins sûr de toi, tu fais plus de bêtises que quand tu es plus vieux chirurgien. Y a pas de... Donc du coup, c'est bien d'être un peu sanctuarisé au départ pour progressivement t'envoler, quoi. C'était très intéressant parce que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a comme un espèce de pouvoir, parce qu'on devait choisir l'angle de vue pour que ce soit certes le plus intéressant, mais le plus représentatif. Et c'est nous qui choisissions les extraits sans mentir, mais on devait choisir le plus intéressant. Personnellement, j'ai jamais fait d'option audiovisuelle, que ce soit au collège ou au lycée, donc j'avais jamais fait ce travail-là. En plus, c'était amusant, vu que c'était avec Arthur, c'est un pote, donc voilà. Et puis de faire l'effort de rester objectif pour que justement le spectateur se fasse son propre avis. C'était aussi un travail à faire. Au final, ce que je retiens de cette expérience, c'est que surtout au CHU, dans le milieu hospitalier en règle générale, je pensais ça un peu fermé. Et finalement, en fait, il suffit de demander, par exemple pour M. Devauchel, on a juste envoyé un mail, et dans les 10 minutes, on a eu une réponse, pareil pour M. Defresne. Et en fait, c'est très ouvert. Il faut juste, justement, faire le premier pas. Il faut juste essayer, et au final, en fait, après, on a énormément de disponibilité, d'ouverture qui se font. Et pour le coup, j'ai énormément apprécié ça, et je m'en suis rendu compte, et je sais qu'à l'avenir, j'essaierai de plus faire de stages, de plus m'y intéresser, parce qu'en fait c'est très facile. Moi je retiens surtout que en allant à l'interview, que ce soit pour le professeur Devauchel ou le docteur Defresne, on s'attendait à ce que l'un nous parle uniquement du public et l'autre uniquement du privé, alors qu'on s'est rendu compte, surtout avec le docteur Defresne, que c'est pas un exercice, c'est jamais blanc ou noir, c'est très nuancé. Lui par exemple, il y a un exercice assez mixte, et c'est cette mixité dans l'exercice, dans le secteur à la fois public et privé, que j'ai trouvé très intéressant. Et au final, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très soutenu, mais dans la chirurgie maxillofaciale, on peut arriver à trouver un exercice mixte qui permet d'avoir des horaires raisonnables. Pour les jeunes, moi je leur conseillerais vraiment de s'y intéresser,
Parce que déjà, là, c'est une chirurgie de précision, c'est une chirurgie qui est très intéressante. Notamment, il y a pas mal de chirurgiens qui faisaient du dessin avant pour s'entraîner, pour avoir la précision du visage, la finesse du trait. Et aussi, moi, ce qui me faisait peur, parce que j'adore la chirurgie, c'est quelque chose qui me passionne, mais j'avais peur que ça reste de moins en moins invasif, que ce soit de plus en plus assisté, et c'est normal pour que ce soit de plus en plus sécuritaire. Mais ça reste moins spectaculaire et entre guillemets moins passionnant. Souvent les patients ils sont en grande nécessité, c'est du côté humain et du côté artisanal entre guillemets, c'est quelque chose qui est très très prenant et très très intéressant. Donc je les encouragerais beaucoup à s'y intéresser. Je ne sais pas vraiment si je peux conseiller, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu des de professionnels que j'ai pu interroger, je dirais que c'est une spécialité très exigeante, mais qui demande une certaine notion de subjectivité, vu que ça fait appel à l'esthétique. Donc c'est ça que je trouve très intéressant dans cette chirurgie.